remercier d'être là. Et puis, j'étais très angoissé avant de venir, et puis le fait d'avoir passé un peu de temps avec certains d'entre vous, ça m'a permis de me sentir mieux. Alors, je vous remercie. Alors, on va commencer. Je m'appelle Bruno Aubert. Alors, je ne vais pas vous raconter mon histoire. En substance, elle est très ordinaire, mais vous raconter comment tout a commencé. C'était il y a un peu longtemps maintenant, et je me souviens que j'avais très peur des autres, alors, pour me cacher d'eux, j'ai trouvé un livre ouvert, et tout naturellement, j'y suis entré. Suite à cet incident, il m'est arrivé deux choses. La première, c'est que je ne suis sorti de ce livre que pour entrer dans un autre, et puis encore dans un autre, et ainsi de suite. Et la seconde, c'est qu'à l'intérieur des livres, j'ai rencontré d'autres autres que ceux que je fuyais. Et je les ai trouvés si sympathiques que j'ai finalement trouvé le courage de retourner près de ceux que je fuyais, et que j'ai enfin osé leur parler. Tout ça m'a conduit de merveille en merveille, puisque aujourd'hui, je suis là devant vous. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre commencement que le mien, celui du Verbe. Mais avant, je voudrais placer cette conférence, si vous le permettez, sous le patronage bienveillant du dieu égyptien Thoth, dieu de la sagesse et de l'écriture. Au commencement était le Verbe. Le commencement introduisant ici, de façon très allégorique, le principe et la notion de temps, et préfigurant peut-être la formule d'introduction la plus fameuse à ce jour, il était une fois. Le Verbe, quant à lui, se présentant là comme le témoin intime de l'éternité dont il vient de jaillir, et se faisant tout à la fois ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. En un mot, l'histoire. Alors ce petit emprunt et cette interprétation très libre de l'une des phrases les plus célèbres de la Genèse a seule fin de nous transporter à travers le temps et l'espace par le pouvoir évocateur des mots jusqu'au XVe siècle, dans l'atelier d'un certain Johannes Gutenberg, orfèvre et typographe de son état. Un saut de puce dans l'histoire qui nous permet d'assister à l'un des événements les plus considérables de l'histoire dite moderne. En effet, la dernière page du premier livre imprimé vient d'être sortie de la presse et n'attend plus que d'être reliée aux 1284 autres pages qui ont été avant elle. L'ouvrage final a pour nom Biblia Latina. Nous noterons au passage que le mot Bible nous vient du grec ancien biblos ou biblion, qui correspondent à l'hébreu sefer, sefer qui signifie littéralement livre. Et peut-être que dans l'idée, le mot Bible tel qu'il nous est connu pourrait être interprété comme le livre qui contient tous les livres. Sans doute une des raisons pour lesquelles le choix de Gutenberg va précisément se porter sur ce livre et pas sur un autre, est son caractère sacré et sa portée universelle. Sacré et universel. Retenez bien ces deux mots. Avec l'avènement de l'imprimerie s'achève une longue, très longue période, une période que l'on pourrait assimiler à un prologue de plusieurs siècles dans la grande histoire de l'écriture. Mais poursuivons notre voyage dans le temps et quittons le XVe siècle pour nous rapprocher du temps présent, plus précisément le 15 juillet 1799. Nous sommes en Égypte, quelque part au nord du delta du Nil, dans une ville assez joliment baptisée du nom de Rosette. Rosette ou Rachid en arabe égyptien, certains avancent l'hypothèse que l'origine du nom viendrait du mot copte Erchit, ville de la joie, et qu'il aurait été confondu avec l'adjectif arabe Rachid, qui signifie sage. Napoléon Bonaparte est alors engagé dans une campagne militaire qui a pour objet de barrer la route des Indes aux Britanniques. Pour situer un peu le contexte historique, c'est en réponse à une attaque du port d'Aboukir par les Britanniques quelques mois plus tôt, en octobre 1798, que Bonaparte va décider la restauration du fort de Rosette, ceci à dessein de verrouiller l'accès du fleuve. Les travaux vont mettre à jour une stèle de graniodorite, entièrement gravée sur une de ses faces. Mais avant de poursuivre, et à titre purement indicatif, il importe que je vous donne les dimensions de la pierre en question. Vous allez comprendre pourquoi je m'attache à ce détail. Un peu plus de 112 cm de hauteur, presque 76 cm de largeur et d'une épaisseur de 28 cm. Quant à la bagatelle de son poids, 762 kg. Je laisse à votre appréciation l'idée d'une feuille de papier de ce format. Très peu pratique, vous en conviendrez, pour servir de support à une liste de commissions. Il ne vous aura pas échappé que je fais ici référence à la très fameuse pierre de Rosette.
Alors, pour la petite histoire, le texte gravé est un décret promulgué par Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un décret sacerdotal qui commémore l'accession au trône du pharaon Ptolémée V, descendant d'un général d'Alexandre le Grand. Le texte est écrit en 2 langues et en 3 écritures, en hiéroglyphe linéaire, en démotique et en grec. Dans l'expression du langage courant, le mot hiéroglyphe est presque toujours associé aux Égyptiens, alors que de manière plus générale, il s'agit d'un terme générique qui définit une écriture figurative. Ainsi, les hiéroglyphes sont aussi mayas, minoens, hittites. On avance une hypothèse selon laquelle les hiéroglyphes égyptiens trouvent peut-être leur origine dans l'écriture cunéiforme des Mésopotamiens. Mais ceci est une autre histoire. Et il faut savoir que le nom que les Égyptiens donnent à leur écriture n'est pas hiéroglyphe, mais Médounéter, littéralement parole divine. Intéressons-nous à l'étymologie du mot hiéroglyphe. En le décomposant, nous retrouvons le mot grec hiéros qui signifie sacré, et un autre mot grec, glouphéin, qui signifie gravé. Alors graver la pierre en sans doute représentait une somme de temps et d'or non négligeable. Il fallait donc être certain que ce qui allait l'être était suffisamment important et digne, d'une part pour justifier la dépense, mais plus encore pour être soumis à l'épreuve du temps. Sans doute le fond et la forme faisaient-ils l'objet d'une grande méticulosité dans le choix du verbe. Celui-ci étant doté d'un pouvoir universel et sacré, se devait de transmettre de façon durable la pensée ou le vouloir, sachant que les mots ont autorité et influence sur qui les lit ou les entend prononcer. Le fait de les dénaturer dans un emploi irréfléchi, approximatif ou réducteur, ne peut que conduire à la perte de l'essentiel et condamner le langage et la pensée qui s'exprime par lui à n'être qu'un produit de synthèse. Cette synthèse traduisant une pensée souvent minimaliste et calibrée, qui n'accorde aucune part aux émotions sublimes. Si ce n'est pas encore un langage de machine, un langage binaire, disons que c'est un grand pas dans cette terrible direction. Terrible parce que, sans discernement ni discussion sur l'ordre qui lui est donné, la machine n'a d'autre fonction que d'exécuter. Plusieurs études ont mis en lumière que la paupérisation du champ lexical, anciennement appelé vocabulaire, induisait un changement notable dans le comportement des masses. Ainsi, à défaut d'être en capacité d'exprimer certaines nuances et de traduire par elles les turbulences de l'âme, la brute extériorise ce que son alter ego civilisé ne parvient plus à formuler. Alors pour mener à bonne fin mon préambule et en terminer avec l'explication du texte gravé sur la célèbre pierre, nous avons déjà nommé les 3 formes d'écriture, les hiéroglyphes dites linéaires, le démotique et le grec ancien. Nous avons vu l'explication étymologique de la première écriture avec le mot hiéroglyphe. La seconde forme, le démotique, en représente une version simplifiée. Vous noterez que je dis une version simplifiée, et non pas la version. En effet, le démotique est la simplification d'une première simplification, connue sous la dénomination hiératique. Dans le mot, vous entendrez et reconnaîtrez la racine hieros, sacré. Le mot démotique, quant à lui, nous vient du grec démotika, populaire. Bien sûr, je n'irai pas jusqu'à vous dire que le démotique, par sa simplification et vulgarisation de l'écriture, a provoqué et précipité la fin de l'une des plus grandes civilisations du monde antique. Ce serait une extrapolation ridicule et déraisonnable, en plus d'être un mensonge éhonté. En revanche, on peut affirmer sans crainte d'être contredit qu'elle en a accompagné le déclin. En résumé, et pour en terminer avec le chapitre égyptien, il y a eu la grande époque de l'écriture sacrée, une période intermédiaire non exempte de sacré, et un dernier stade qui s'en éloignait pour ne plus être sacré, mais consacré, au sens de dédié aux choses administratives. Ainsi, après quelques 35 siècles, le beau a fini par céder la place aux pratiques, et le démotique a progressivement dérivé vers ce qui deviendra la langue copte. Comme beaucoup d'autres, le mot copte nous vient du grec ancien, Aegyptios, qui signifie, je vous le donne en 1000, égyptien. Cela pourrait être la fin de l'histoire. Tant de siècles ont passé depuis, reléguant à l'oubli ou au néant des langages et des écritures dont nous n'entendrons sans doute jamais parler. Mais la magie des hiéroglyphes, elle, demeure et enflamme toujours les imaginations. Marqués du sceau de l'éternité, leur message se fait l'écho
du faste de leur époque. Et ce n'est bien sûr par hasard si j'en ai fait mon sujet d'introduction. J'aurais pu développer mon canevas en abordant l'art pariétal, qui combine expression artistique et idée d'écriture. Mais pour l'exemple que je souhaitais vous en donner, les hiéroglyphes ont ceci de supérieur qu'au-delà de l'aspect purement graphique et artistique, donc d'un certain point de vue l'art d'écrire, se révèle la volonté de transmettre quelque chose de plus grand et se présente comme une tentative de tendre vers un absolu, de capter l'indéfinissable et d'en rendre finalement témoignage, à l'instar de la littérature dont je vais maintenant vous parler. Pour commencer, je vais reprendre les deux mots que je vous ai demandé de garder à l'esprit, sacré et universel. Pour mieux comprendre leur implication dans mon propos, un petit détour poétique par la langue des oiseaux s'impose. Donc pour ceux qui ignorent ce qu'est la langue des oiseaux, disons que c'est un idiome qui combine hermétisme et poésie. Il y a une façon de dire les choses et plusieurs façons de les entendre. Je vous donnerai l'exemple du mot magie. La magie, c'est quand l'âme agit. Pour les deux mots qui nous intéressent, je vous ai parlé d'une écriture sacrée et d'une écriture universelle. L'écriture sacrée, pour qui est un peu rompue à l'exercice de la langue des oiseaux, l'écriture a un pouvoir créateur. En conséquence, on ne s'étonnera pas que l'écriture, ça crée. Et si sa création est universelle, elle s'adresse à tous les hommes et à travers eux à l'humanité. Alors on ne s'étonnera pas non plus que pour mieux se faire entendre, elle soit unie vers elle. Donc on retrouve le mot universel, si vous le décomposez. Maintenant, avant de vous parler de la littérature et des grands textes qui lui donnent ses lettres de noblesse, intéressons-nous au mot, à son origine et à son entrée dans le folklore usuel de notre langage. Le mot literatura, de littera, lettre, a été emprunté au latin pour se substituer au grec grammatiké, qui s'écrit avec un accent circonflexe sur un chapeau de gendarme, comme on nous l'enseignait autrefois à l'école. Grammatiké désignait tout à la fois l'alphabet et la grammaire. Ce sont Cicéron et Quintilien, au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui vont contribuer à répandre son usage. Et pour Cicéron en particulier, ce mot va définir l'état d'un homme qui a des lettres, le lettré. Alors bien sûr, la littérature n'est pas née avec le mot. La plupart du temps, les choses existent bien avant d'être nommées. Et pour ce qui va devenir la littérature latine, on en attribue la paternité à Caton l'Ancien. Alors pour abréger, je me dois de faire l'impasse sur les vies extraordinaires de cet homme. Il faut retenir qu'il est le premier prosateur d'importance et surtout qu'il est le premier à avoir écrit en latin une histoire complète de l'Italie. Les historiens pensent très sérieusement que sans cette œuvre majeure, le grec aurait pu se substituer au latin et devenir la langue des lettrés romains, et que conséquemment, la face du monde en eût peut-être été changée. Si tel avait été le cas, la littérature des Lumières dont nous allons parler n'aurait été qu'un phare éteint dans la nuit de l'histoire. Mais voilà, il devait en être autrement. Deo gratias. Nous sommes en 1715, au lendemain de la mort d'un roi dont le règne aura duré 72 ans, règne qui reste à ce jour le plus long de l'histoire de France. Le roi est mort, vive le roi. Tandis que le roi Soleil s'éteint, se lève sur le royaume de France et sur l'Europe une aube nouvelle qui, presque à égalité avec Louis XIV, durera 74 ans. Cette aube est porteuse de grands idéaux et va rayonner sur le monde. Le siècle qu'elle traverse se veut celui de la pensée, de l'intelligence, de la tolérance, de la philosophie, de la science et des arts. Sa vocation est prométhéenne. Pour elle, il s'agit d'apporter le feu de la connaissance par lequel l'homme, esclave de sa condition, s'élève au-dessus de cette dernière. Et pour qu'aucune ombre ne subsiste quant à ses intentions, elle adopte une locution latine qu'elle emprunte aux épîtres de Horace, sapere aude, littéralement ose savoir. Et elle en fait sa devise. Donc cette même devise sera redéfinie par Kant, qui la traduira par « aie le courage de te servir de ta propre intelligence ». Parmi les arts qui vont concourir au développement et à la transmission de cette philosophie, nous trouvons tout naturellement la littérature. Et pour être au goût de ce siècle des Lumières et relever le défi du progressisme intellectuel, la littérature va adopter une forme nouvelle, celle des idées.
Cette littérature des idées aura pour ambassadeurs des personnages aussi illustres que Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, Sade. Chacun dans son style, à sa manière, fera rayonner le verbe dans une langue qui, si elle n'était pas déjà celle des poètes, serait celle des dieux, le français. Alors cette magnifique langue qu'est le français, vous serez d'accord avec moi, il faut l'aimer. Elle est faite pour être chantée, elle est faite pour parler d'amour, et puis surtout, elle est faite pour être écrite. Et porter loin la pensée. Alors, en esprit des Lumières, peut-être un des plus ardents, Voltaire, en plus de ses œuvres romanesques, va mettre son art littéraire au service de certaines causes. Il y a l'affaire Calas, pour ne citer que la plus connue. C'est une affaire improbable pour qui se souvient. Et l'adversaire de taille, pensez, l'omnipotence temporelle du clergé. Un clergé dont Voltaire a fait son ennemi héréditaire. Tant il voit en lui que fanatisme et obscurantisme, tout ce que l'esprit des Lumières combat. En contre toute attente, et alors que tout semble bien mal engagé, Voltaire remporte l'affaire. Certes, il a les bons arguments, mais les arguments ne suffisent pas s'ils ne sont pas mis en lumière avec les bons mots. Si vous avez la maîtrise des mots, vous avez la maîtrise des idées. Pour cette affaire, il écrit le traité sur la tolérance, en 1763. Durant cette même période, Rousseau, 1762, écrit le contrat social. Montesquieu, lui, s'est déjà illustré avec de l'esprit des lois en 1748. Vous l'aurez compris, la littérature et le verbe dont elle est l'émanation n'ont plus vocation à flatter l'esprit du penseur ou la vanité de quelques puissants. Elle se pose désormais comme une des pierres angulaires d'une société éclairée. Parmi les éléments qui placent tout ce prestigieux collège des Lumières au pinacle de la littérature, il y en a un en particulier, et il tient à ceci, que ceux qui le composent connaissent le grec et le latin, ce qui leur permet d'avoir plus qu'une simple connaissance, une maîtrise véritable du verbe qu'ils emploient. Ce sont des lettrés. Cela nous ramène à la définition que Cicéron attachait au mot literatura. Si dans le principe, le pouvoir du verbe au service du progrès social semble être le credo de ceux qui incarnent l'esprit des Lumières, il faut se garder de trop d'angélisme. En effet, nous avons évoqué l'affaire Calas, et M. Voltaire, mettant l'art d'écrire qui est le sien, au profit d'une cause juste, puisqu'il s'agit de défendre un innocent. Mais, dans une lettre adressée à M. Damilaville, ce même M. Voltaire écrit, je cite, « Je crois que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne d'être instruit. J'entends par peuple la populace, qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il mourrait de faim avant de devenir philosophe. Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous faisiez valoir comme moi une terre, et si vous aviez des charrues, vous seriez bien de mon avis. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois. C'est l'habitant des villes. Cette entreprise est assez forte et assez grande. Et d'ajouter en sus que lorsque la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Au-delà du premier degré de ces mots, que faut-il comprendre? Eh bien, que malgré les intentions qu'on lui prête, ici celles des grandes idées réformatrices, la littérature est le miroir social de son époque. Et au XVIIIe siècle, la société se décompose en trois groupes non égaux dans les droits. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Ce dernier représentant 80% de la population. Je rappelle que le tiers-état, c'est la tranche qui paye des impôts aux deux autres. Au XVIIIe siècle, on estime que 63% de la population française est analphabète. En considérant tous ces facteurs, les mots de Voltaire prennent tout leur sens. Entendez que si les analphabètes apprennent à lire et à écrire, à raisonner, tout est perdu pour ceux qui tirent profit de leur ignorance. Le pouvoir des mots est extrêmement puissant. Il a les moyens de changer le monde. Ainsi, si les 63% d'analphabètes avaient cessé de l'être, c'eût été une toute autre société que celle de ce XVIIIe siècle. Pour en terminer avec les Lumières, leur combat porte essentiellement contre l'obscurantisme idéologique, pas contre l'obscurantisme intellectuel. Et le siècle qui en a été le berceau, va s'achever par une révolution qui ne sera ni idéologique ni intellectuelle, mais sociale. Sociale plus que populaire, puisque dans les faits, il s'agit de remplacer la noblesse par la bourgeoisie, et pas n'importe quelle frange de la bourgeoisie, une bourgeoisie affairiste. Dès lors, les mots employés par Voltaire sonnent on ne peut plus clairement. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bourgeois, c'est l'habitant des villes.
le reste bien évidemment ne devant pas l'être. Pour un bourgeois instruit et belliciste, il n'y a pas de meilleure armée qu'une population majoritairement analphabète, à qui l'on désigne l'ennemi. Et de ce point de vue, ce n'est plus une révolution, mais un coup d'État. Je referme ici la parenthèse historique. En vérité, les grands courants de l'histoire n'ont que peu d'intérêt pour les hommes. En Dieu cruel, ils n'ont d'autre maître que des appétits de grandeur ou de néant. Certains vivent l'histoire, certains la subissent, d'autres trouvent en elle fortune et gloire, et quelques-uns, plus rares, l'écrivent, non pas sur les champs de bataille avec le sang des sacrifiés, mais en témoin privilégié des événements. Entendez par là un artiste. Avec le changement de ce siècle et le changement de société, va également s'opérer un changement dans la littérature et dans les arts. En peinture, Eugène Delacroix nous en donnera une de ses représentations les plus fameuses, avec la liberté guidant les peuples. Ceux qui ont connu le billet de 100 francs ont immédiatement la référence. Et en littérature, il trouvera en François-René de Chateaubriand un de ses chantres les plus éminents. Le romantisme, c'est son nom, vient de naître. Pour vulgariser les choses, ce romantisme-là est l'expression d'une sensibilité tout à la fois sociale et romanesque, qui réintroduit dans l'art un principe volontairement mis de côté par les intellectuels des Lumières, le sacré. Chateaubriand occupe une position un peu particulière dans le panthéon des romantiques. En effet, il faut garder à l'esprit que c'est un homme qui a connu l'avant et l'après-révolution. Il est le locataire de deux époques, ce qui naturellement ne manque pas d'être prégnant dans son œuvre. Il est un immense écrivain, certes, mais il est surtout le ferment littéraire de la génération qui va lui succéder. Alors, toute son œuvre est empreinte de sacré, qu'il s'agisse d'Atala, du génie du christianisme, de l'itinéraire de Paris à Jérusalem, ou encore les martyrs. Chateaubriand n'a de cesse de rappeler la contradiction permanente, l'antagonisme qui promet à l'homme l'élévation de l'esprit au sacrifice de sa condition animale, l'amour pur ou le simple plaisir d'un moment de vie. Un thème qui est toujours à l'ordre du jour et qui se manifeste comme une constante dans l'histoire de l'homme. Comprenons que l'art véritable, et je parle ici de l'art d'écrire, de la littérature, est un des véhicules du sacré parce qu'il ouvre des portes de réflexion existentielle, spirituelle, et qu'il est de nature à changer le cours des choses. Et pour que cet art d'écrire perdure, il faut qu'il soit inspirant, qu'il ait une âme. De cette phrase, peut-être que de manière très générale, vous aurez retenu une notion de souffle. J'ai délibérément employé les mots inspirant et âme dans la même phrase, soit une démonstration du pouvoir suggestif du verbe au service d'une idée. En grec ancien, âme se dit pneuma, et en latin anima. Du point de vue sacré, les deux contiennent une seule et même idée, celle d'un souffle qui est porteur de vie. Et par essence, la vie est une chose qui se transmet sous différentes formes. Dans l'univers des arts, l'œuvre est habitée par l'esprit de son créateur. La préoccupation première de l'artiste n'est pas de répondre à une demande commerciale, mais de transmettre quelque chose de plus grand que lui. Mais revenons à nos écrivains. En ce début de XIXe siècle, le prologue de la littérature romantique se nomme Chateaubriand. La personnalité de sa plume et plus intrinsèquement celle de son œuvre vont ouvrir la voie à une génération d'écrivains particulièrement remarquables. Remarquables parce qu'ils vont sublimer l'art d'écrire. L'un d'entre eux, et non le moindre, puisqu'il est aujourd'hui un monument national de notre histoire et de notre littérature, a 14 ans, lorsqu'il écrit dans un de ses cahiers « Je serai Chateaubriand ou rien ». 14 années plus tard, le jeune garçon a laissé la place à un jeune homme. Toujours pétri du rêve d'égaler un jour peut-être son modèle. Ce jeune homme s'illustre en écrivant de la poésie et des pièces de théâtre. Et ce soir-là, se joue la première représentation de l'une d'elles, Hernani. Chateaubriand, qui y a assisté, est séduit. Il écrira ceci à l'auteur de la pièce. « Je m'en vais, monsieur, et vous venez. » L'auteur de la pièce en question s'appelle Victor Hugo. Notre petite conférence ne pouvait trouver meilleure synthèse à son propos que dans l'œuvre hugolienne. Eu égard à la diversité et à la qualité d'ensemble de celle-ci, le choix s'imposait comme le plus naturel. Cela, bien sûr, n'amoindrit en rien le mérite de ses condisciples de Plume. Avant de conclure, nous allons donc aborder le chapitre technique. L'art d'écrire, au même titre que les autres arts, n'est pas quelque chose que l'on décide d'avoir.
Il n'est pas constitué que de technique. D'ailleurs, si ce n'était qu'une affaire de technique, on parlerait de technicien et non d'artiste. Tout pourrait se résumer en une seule phrase. La fonction crée l'organe. L'artiste est possédé par son art. Il lui sacrifiera tout, il n'a pas le choix. Il est un outil au service de cet art. Sa fonction primordiale est de traduire quelque chose d'infiniment plus grand. Et cette chose ne le laissera jamais en repos. En conséquence, il va donc falloir développer un organe adapté pour le faire. Et la technique est peut-être cet organe. Dans la théorie, vous avez deux écoles qui s'opposent. D'un côté, Lamarck, pour qui la fonction crée l'organe, et de l'autre, Darwin, qui soutient l'idée inverse, à savoir que c'est l'organe qui crée la fonction. Mais pour cette fois, nous laisserons Lamarck et Darwin à leur querelle évolutionniste pour revenir à notre sujet, la technique dans l'art d'écrire. J'ai préféré traiter cette partie à la fin de mon exposé pour un motif d'abord purement ludique. Vous asséner 45 minutes de mécanique littéraire eût été assommant et laborieux. Ensuite, ça n'aurait répondu qu'à moitié à la question de savoir quel est l'apanage d'un grand texte. Il est très difficile d'apporter une réponse simple, d'autant que la technique seule n'est qu'un des éléments qui la composent et très certainement le seul qui puisse s'acquérir ou s'améliorer. La somme de ces derniers, je parle des éléments, appartient majoritairement à un ordre subtil. Par exemple, la sensibilité qui comprend le goût du mot, la musicalité des mots qui font la mélodie des phrases. Le mot, lui, n'en est que la composante physique. Et je place physique entre guillemets. Bien sûr, si vous n'êtes pas doté de cette sensibilité, il restera le mot et la technique, mais ils sont hélas insuffisants pour transformer le plomb en or et le commun en extraordinaire en matière de littérature. Pour être en mesure d'écrire et surtout de bien écrire, il va falloir être le récipiendaire d'une certaine virtuosité qui est un de ces héritages de naissance dont on n'identifiera jamais le testateur. Nous aimons penser qu'il s'agit d'un peu plus que d'une heureuse combinaison génétique. Nous mettrons volontairement de côté l'aspect métaphysique de l'œuvre hugolienne pour nous intéresser à ce qui compose la structure de ces textes. Pour rappel, la structure d'un texte se résume en 3 mots. Introduction, corps de texte et conclusion. Il y a d'abord la qualité esthétique, soit l'évocation des images par l'invocation des mots. Il ne s'agit pas que de rendre compte, de transmettre une information comme dans le journalisme. Il s'agit de faire vivre en insufflant l'esprit à sa création. Ensuite, nous avons la construction syntaxique qui se décline comme suit. Syntaxe grammaticale, syntaxe structurale, syntaxe générative et syntaxe narrative. Tout cela représente un ensemble de règles. Et qui dit règles, dit contraintes. Or, ces contraintes pourraient restreindre considérablement, voire annihiler la créativité. Cependant, il n'en est rien, bien au contraire. Puisque, sous certaines conditions, la transgression va nous permettre d'obtenir ce que l'on appelle des figures de style. Je vais vous en donner quelques exemples. L'air était plein d'encens et les prés de verdure. Tristesse d'Olympio de Victor Hugo. Nous avons ici l'exemple d'un zeugme syntaxique. Le mot plein est utilisé sans être répété dans la seconde phrase. Maintenant, je vais vous donner un exemple de zeugme sémantique, vêtu de probité candide et de lin blanc, texte tiré de Bose endormi de Victor Hugo. Dans ce cas particulier, il s'agit d'unir à un mot 2 compléments de nature disparate dans leur signification. En l'occurrence, vêtu de lin blanc, une chose tangible, et de probité candide, une chose qui ne l'est pas. Cette phrase a une particularité, puisqu'elle peut également être interprétée comme une silepse. Nous observons qu'un mot ici, le verbe vêtu, est employé au sens figuré et au sens propre. La frontière entre le zeugme ou zeugma sémantique et la silepse est extrêmement ténue. Je vais vous en donner un dernier avec l'anacolute. Il viendra quand viendront les ténèbres, tiré du texte L'Antéchrist de Victor Hugo. L'anacolute est une rupture dans la construction d'une phrase. Ici, elle se manifeste par une inversion dans l'ordre normalement défini par la syntaxe. Il viendra quand les ténèbres viendront. Rassurez-vous, nous allons mettre un terme au supplice. Je vais me contenter de vous citer quelques autres noms juste pour vous permettre d'imaginer mieux la tournure qu'aurait pu revêtir une conférence essentiellement axée sur la technique pure et dure. Alors nous avons l'atmèse, l'anastrophe, l'anantapodoton, l'aposiopèse, l'antimémisme et la polysémie. Je précise qu'il s'agit d'une liste non exhaustive.
Je voulais simplement démontrer que la technique n'est pas qu'une affaire de grammaire et de conjugaison, et que vous en faire le détail, comme je viens de le faire ici, avec ces quelques exemples, vous aurez très certainement donné l'impression d'assister à une autopsie. Vous me pardonnerez cette image. Une autopsie de texte, certes, mais une autopsie. Dans le principe, on ne peut autopsier que ce qui est mort. Or, notre texte est bien vivant. Et ce qui le rend vivant, c'est la magie. Et pour que la magie opère, il faut lui laisser sa part de mystère. Voilà, je vous remercie.